Bon après-midi à tous, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre émission Prolongation Football. Le football joue donc les prolongations une fois de plus sur ces mêmes antennes. Nous sommes à jour J-6. Oui. Dans 6 jours, le kick-off de la Coupe du Monde de football sera donc officiellement donné du côté de Doha au Qatar. En attendant bien sûr le coup d'envoi prévu dimanche prochain. Nous plantons donc le décor en ce qui concerne bien sûr les chances des sélections africaines engagées bien sûr dans cette compétition. Nous parlerons du Cameroun, nous parlerons de la Tunisie, nous parlerons du Maroc, nous parlerons du Ghana, voire du Sénégal, le tour d'horizon des sélections africaines ainsi que leurs chances respectives. C'est bien sûr à suivre dans le cadre de cette émission de prolongation football. Nous présentons le panel juste après cette transition. Comme à l'accoutumée, ils seront 3, et donc 2 en présentiel et bien sûr 1 par médias interposés. Nous aurons l'occasion bien sûr de joindre par la magie des nouvelles technologies de l'information et de la communication Loïc Eloge Foka qui sera également de nôtres, mais bien avant en présentiel. Déjà sur ce plateau, j'accueille bien sûr nos premiers invités. Il s'agit d'un côté de vous, bien sûr, Monsieur Sak Achille. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Baudelaire, bonsoir aux panélistes et bonsoir, un chaleureux bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs de For You Media qui sont toujours scotchés le lundi à partir de 15h. Ah, ils sont connectés, ils sont scotchés, que ce soit derrière leur poste récepteur, pour ceux qui nous suivent bien sûr en relais sur la 96.3 FM For You Radio, que ce soit bien sûr devant leur smartphone, pour ceux qui nous suivent via nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube For You Media Africa, ou alors en direct à la télévision For You Media Africa. Bonsoir et bienvenue à vous, Monsieur Gekama Aurélien. Bonsoir Baudelaire, bonsoir Achille, bonsoir aux milliers de spectateurs de For You Media. Loïc Eloge Foka sera également des nôtres dans le cadre de cette émission de prolongation. Mais bien avant de faire un premier jet en direction de Monsieur Foka, prenons tout d'abord le premier thème qui nous permet d'ailleurs d'entrer de plein fouet dans notre dossier spécial, la Coupe du Monde de football, les chances des sélections africaines. La première sélection qui nous intéresse comme une évidence, la bonne charité commençant par soi-même. On s'intéresse au Cameroun, on s'intéresse aux 26 lions indomptables qui ont donc officiellement été convoqués pour cette expédition au Qatar. Il s'agit d'une liste rendue publique en milieu de semaine dernière, juste à l'issue du match amical Cameroun-Jamaïque. Le sélectionneur Rigobert a donc officiellement publié sa liste des 26. Pas mal de surprises, mais également des absences de poids. Que retenir de cette liste? Élément de réponse. Sur les 26, 23 étaient déjà présents lors du dernier regroupement à Séoul en Corée du Sud. Bien qu'absent lors de cette expédition, Franck Zambo Anguissa fait son comeback. Lui qui a 26 ans réalise l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière avec son club Naples, leader du championnat d'Italie, qui a par ailleurs terminé en tête de son groupe en Ligue des Champions devant Liverpool. À côté de Franck Zambo Anguissa, le Cameroun peut également compter sur Eric Maxime Choupo-Moting, irrésistible avec le Bayern, un début de saison ponctué de 10 buts, toutes compétitions confondues en 15 matchs disputés. Sans surprise, les cadres de l'équipe nationale sont présents. Le capitaine Vincent Boubacar, le gardien de but André Onana, le Lyonnais Karl Toko Ekambi, auteur du but de la qualification face à l'Algérie. Dans le registre des surprises, le sélectionneur-manager Rigobert Song fait appel à 2 joueurs locaux, dont le ballon d'or camerounais Souaïbo Marou, l'attaquant de Coton Sport de Garoua, et Jérôme Gob Bekele de la colonne sportive du Dialobo. Les grands absents de ce mondial étant, bien sûr, Michael Gade-Gadjoui, Léandre Tawamba, Jean-Émile Junior Odana et Ignatius Kianago. Des grands absents de cette liste de Rigobert sont donc l'un des tauliers qui n'est autre que Michael Gade-Gadjoui. Jetons d'abord un regard général, une vision généralisée sur les 26 de Rigobert, messieurs, en plateau, avant de prendre l'avis de M. Foucault. Alors, avec vous, Achille, aujourd'hui, quand on revient sur ces 26-là, quelles sont vos premières impressions après la publication de cette liste?
Tout d'abord, merci de m'avoir passé la parole. Personnellement, moi, je ne suis pas surpris de cette liste. Je ne suis pas surpris, étant donné que, comme l'élément l'a si bien dit, à la veille d'une grande compétition comme la Coupe du Monde, on a eu une seule fenêtre FIFA. Et cette fenêtre FIFA permet de préparer son équipe. Donc, on constate que tous ceux qui ont été à la fenêtre FIFA se retrouvent là, excepté un ou deux joueurs. Donc là, dans une telle configuration, le sélectionneur n'avait qu'à appeler des personnes avec qui, en fait, des joueurs sur lesquels il avait des certitudes. Donc, on voit là qu'il a respecté, en fait, il a une idée directive, il sait où il est en train d'aller. Maintenant, s'il faut lancer un regard de manière générale sur cette liste, effectivement, allez-y. Oui, on va se rendre compte que c'est comme dans tous les pays au monde, dans le monde entier, tout choix est discutable. Donc, les choix du sélectionneur, manager, Rigobert sont discutables. Mais tout à fait, on va noter excepté, en fait, qu'il n'y a pas tellement de surprises, excepté quelques exceptions près. Telles que par exemple l'absence de Jean Junior Nana, l'absence de Ignatius Ganago, l'absence de Ngado Gadju qui est l'absence la plus remarquée. Donc il faut noter que ces trois joueurs qui ne sont pas dans cette liste font des bonnes performances en club. Ce sont des joueurs qui sont performances et qui sont très réguliers en club. Et lorsqu'on regarde ce qu'on appelle à leur place, ils sont discutables. Ils sont discutables. Donc là, avant effectivement, de manière globale, on peut... Justement, nous reviendrons sur l'analyse ou du moins le décryptage de cette liste poste pour poste, en partant bien sûr du poste des gardiens de but. Mais bien avant, je voudrais également prendre votre avis, Monsieur Ngekam, sur la liste en question. Ils sont 26. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a pas mal de visages connus quand même dans cette liste. Pas mal de comebacks. Nicolas Nkoulou qui était déjà là du côté du stage à Séoul en Corée du Sud. Mais des confirmations, Choupo-Moting présent, Vincent Boakar, Kaltoko et Kambi. Votre avis, votre regard jeté comme ça d'entrée sur les 26 jusqu'ici sélectionnés par Rigobert Song pour cette expédition. Ok, merci Baudelaire pour cette question. Je tiens à dire déjà que la liste de 26 joueurs convoqués fait suite déjà à plusieurs périodes FIFA convoqués par l'entraîneur national Rigobert Song, et qu'excepté quelques absences dont tu as fait montre tout à l'heure, Achille, c'est l'ossature habituelle de l'équipe nationale. On peut peut-être décrire le fait de 3 ou 4 personnes qui ne sont pas là. Et je tiens à dire simplement que c'est dommage qu'on ne puisse pas voir ceux qui performent chaque week-end, qui sont au top dans leur club et qui ne soient pas de l'expédition. Mais pour ma part, je tiens à simplement dire que cette liste-là, elle est critiquable sur tous les points, tous les aspects, tous les postes. Parce qu'il y a des gens... C'est-à-dire du poste des gardiens de but, jusqu'aux attaquants. Oui, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui ont combattu lors des qualifications, qui ne se retrouvent pas là. Il y a justement, en parlant, parce que vous m'obligez définitivement à jeter mon regard effectivement sur la liste en question, poste pour poste. Je pense que la réalisation nous permettra d'ailleurs d'avoir les 26 à l'image. On démarre par le poste de gardien de but. Sont pratiquement également les trois qui étaient là lors du stage du côté de Séoul. Pas de surprise alors au poste de gardien de but. Peut-être avec vous, Monsieur Ngekama, comme une évidence, ou alors vous pensez que clairement il y en a qui auraient pu intégrer bien sûr cette liste, notamment à ce poste de gardien de but. Oui, bien évidemment, Baudelaire, je peux dire sans risque de me tromper que le troisième gardien fait polémique. Le jeune gardien de l'Olympique de Marseille, Simon Gapandouenbo, qui fait polémique dans la mesure où certes il a été appelé une ou deux fois à l'équipe nationale. Et par ses prestations, il n'est pas compétitif. Parce que 2 ans, il n'a pas joué un match. Mais qui aurait pu jouer à sa place? Moi, quand on regarde qui aurait pu être dans cette liste et qui n'a pas été sélectionné, qui n'a pas été convoqué. Voilà. Moi, j'ai 2 options. J'avais 2 options. Allez-y. Celle de prendre un gardien local pour compléter cette liste, pour apprendre. D'ailleurs, les gardiens locaux, il y en avait lors du dernier regroupement en amical. Ou alors prendre un gardien qu'on fabrique son doigt, puisque récemment, on a fait comprendre qu'il n'avait pas de club, il n'était pas compétitif. Et à Lettonie, où il se trouve, il a eu à remporter son championnat, meilleur joueur du championnat. On aurait pu, pour cet état d'âme, en termes de Cannes 2017, lui
lui garder cette main-là pour pouvoir... Est-ce que l'équipe nationale, c'est une question de récompense aujourd'hui? Parce que quand on vous attend parler, on a l'impression que vous voulez qu'on récompense Fabrice Ondoa par rapport à ce qu'il a réalisé en 2017. Ce n'est pas une affaire de récompense. Je pense que l'équipe nationale, on dit une sélection nationale, ça veut dire qu'ils sont les meilleurs. Tout au moins, ce sont ceux qui sont en compétition. Simon Gapandembo, je ne lui reproche rien, mais il n'est pas compétitif. Il y a de cela 2 ans, il ne joue pas. Il est gardien réserviste à Marseille. Troisième gardien à Marseille, il n'a aucune compétition dans les jambes. Par contre, on aurait pu prendre un gars comme le meilleur gardien du Cameroun qui est actuellement en Afrique du Sud, Agné Déric de Coton Sport de Garo. Bon, je peux dire que bon, on l'a peut-être oublié. On a eu Patrick Kibien qui malgré le but en question des minutes contre Coton Sport a fait une belle prestation. Bon, je crois que c'est le poste au niveau des gardiens de but qui est critiquable. Voilà, pour M. Ngekam, M. Sack, aujourd'hui clairement, on aurait peut-être tenté une solution locale aujourd'hui pour permettre à certains joueurs de se mettre beaucoup plus en lumière, ceux qui évoluent notamment dans le championnat local du côté du Cameroun. Est-ce que vous partagez le même avis ou alors vous pensez que les 3 qui ont été sélectionnés notamment au poste de gardien de but sont ceux qui étaient attendus? Ok. Sans vouloir faire un procès d'intention au sélectionneur, on va respecter ses choix. Ouais. Maintenant, s'il faut revenir à la hiérarchie, je vois que c'est bien hiérarchisé en 1 et passé en 2. Ouais. Simon Gapayo en 3. Ouais. Maintenant, il faut noter également que l'histoire est réelle. Au Cameroun, des jeunes qui ont débuté en jeunes, qui ont débuté très jeunes, des joueurs qui ont débuté très jeunes, qui n'avaient pas de nom, qui étaient par exemple ont fait des très belles carrières avec l'équipe nationale du Cameroun. Il faut rappeler qu'en 2000, Idriss Carlos Kameni qui va au JO, qui devient l'un des meilleurs gardiens des lions indomptables des 2 dernières décennies, il est au centre de formation, il est au Havre. Il n'est pas professionnel, il est au Havre. On l'amène en compétition, il devient ce qu'il est devenu, tout le monde sait. Il faut noter que Samuel Eto'o en 98, pas au mondial, il était un jeune joueur, il n'était pas dans l'équipe première du Real de Madrid. Il était en équipe réserve. Donc, ça veut dire quoi? On a fait de préparer le jeune Simon aujourd'hui. Je pense que Simon, c'est un joueur qui a du potentiel. La preuve, il est 3e gardien de l'Olympique de Marseille. C'est vrai, mais c'est le gardien titulaire de la réserve. Donc, il a des matchs avec la réserve. C'est vrai, il ne joue pas en équipe première parce que la position nationale du Cameroun. Il a la 3e position. Maintenant, si on avait pris un gars comme Simon et que la France l'avait récupéré dans 2 ou 3 ans, on aurait dit que voilà, on a perdu. Voilà, donc pour moi, je pense que 3e gardien, puisqu'on milite que le 3e gardien vient du championnat local pour apprendre. Donc, il est dans l'optique que le 3e gardien pourrait jouer. Il vient dans l'optique que le 3e gardien doit venir apprendre. Donc, si Simon, qui est par exemple un enfant qui est né en France, qui a la culture française, et on vient l'intégrer, parce que c'est aussi un combat pour le Cameroun, de récupérer ses meilleurs talents pour les faire émerger. Donc, pour moi, c'est pas un mauvais choix. Stratégique que sportif. Bien sûr. Stratégique que sportif. Mais je voudrais pas qu'on s'attarde sur ce poste de gardien de but. Je voudrais qu'on évolue dans nos échanges et qu'on prenne le poste aujourd'hui qui crée une vive polémique. Pourquoi? Parce que l'un des tauliers n'a pas été convoqué pour prendre part à cette Coupe du monde de football, un champion d'Afrique 2017 avec le Cameroun, d'ailleurs le meilleur buteur du Cameroun durant cette compétition qui s'est disputée du côté du Gabon. On se souvient de ses buts en phase de groupe face à la Guinée-Bissau, de son but en demi-finale face au Black Stars du Ghana, lui qui avait performé, qui était durant cette année une véritable révolution pour cette équipe nationale du Cameroun. Malheureusement, il ne sera pas de la partie. Comment avez-vous perçu la non-convocation de Michael Gadou pour cette phase finale de Coupe du Monde? Monsieur Ngika. Déjà, ça a été pour moi un coup de poignard dans le dos, dans la mesure où nous regardons quotidiennement ce garçon évoluer à son club et en équipe nationale. N'être pas appelé, vraiment, c'est... Bon, il n'y a que l'entraîneur qui sait toute la motivation qui l'a poussé. Mais déjà, on aurait souhaité avoir un garçon comme Gadou. Tu as rappelé tout à l'heure Baudelaire, ses états d'âme, notamment en 2017, lors de la CAN. Et depuis 2017, il n'a plus jamais quitté la tanière. Voilà. C'est la première fois qu'on le retrouve dans une compétition majeure. C'est le joueur camerounais le plus utilisé en toute compétition confondue. Et je crois que il méritait aller en Coupe du Monde.
Et je crois que vraiment, je crois qu'il a fait sortir pour encourager ses coéquipiers. À la classe, hein, sa sortie a été qualifiée. D'aller en avant. Bon, je crois qu'il reste dans l'esprit compétitif. Je crois que son communiqué d'hier ouvre la porte à un potentiel retour. Un potentiel retour en équipe nationale. Même si l'âge peut-être pourrait faire des Mais le rêve de tout un footballeur de ce niveau, c'est de disputer une Coupe du Monde. Quand on prend l'âge aujourd'hui de Gadeux, on se dit la prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 ans. Et quand il faudrait bien, oui, que le Cameroun se qualifie d'abord pour qu'il puisse la disputer, là, ça devient un peu compliqué. Baudelaire, vraiment, si vous demandez à n'importe quel entraîneur sur le plan performance, Gadou Ngandui méritait-il d'aller en Coupe du Monde? Tous les réponses seront à 100% oui. Maintenant, donc, il y aurait des problèmes extra-sportifs et tout ça, des bagarres dans le vestiaire, sur le terrain et tout, impliqué dans une bagarre avec Franck Zambo-Anguissa, la version formelle aujourd'hui qui circule et qui fait d'ailleurs la une, les choux gras de la presse camerounaise et voire internationale. Rigobert Song, M. Sack, a-t-il raison aujourd'hui de se passer d'un joueur comme Michael Gadou-Gadui? Ouais, sur le plan purement sportif, on va répondre par non. On va répondre par non. Mais s'il faut faire une analyse bien, en fait, il faut faire une bonne analyse. Je pense que depuis la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Cameroun en janvier, la double confrontation Cameroun-Égypte, tout le monde, Cameroun-Algérie, autant pour moi, tout le monde était unanime que il nous fallait un renfort sur le plan défensif. Il nous fallait un renfort parce que on ne veut pas dire Gadou exclu. Il faut oui, je sais. Oui, bien sûr. C'est ce que vous voulez dire. Bien sûr. Laissez-moi chuter. Donc, il était clair qu'il fallait un renfort parce qu'on a vu un Michael Gadou en phase descendante. On a vu, il a commis des bouts qu'il ne faisait pas auparavant. Donc, on a compris que Gadou, il fallait vraiment un renfort. Mais maintenant, le renfort, c'était pas peut-être celui qui est venu le remplacer. Nous, on n'attendait pas ça, on n'attendait pas peut-être remplacer Gadou par Nicolas Nkoulou, mais on était unanime qu'il fallait un renfort. Maintenant, pour les bons et leurs services rendus à la nation, parce qu'il faut accepter, il faut avouer que après la période Eto'o, Njita Song, le Cameroun a sombré. Le Cameroun est passé était dans une phase où on ne nous respectait plus. Il manquait ce fighting spirit dans notre équipe. Et la génération Gadou est arrivée. Il a été l'un des tauliers de cette génération. Donc pour ma part, Michael Gadou méritait, ne serait-ce que pour les bons et leurs services, d'aller à la Coupe du Monde. Vous demandez qu'il soit récompensé par une sélection. Quand on sait que Rigobert Song, le sélectionneur, manager, avait dit que les critères de sélection actuellement en vigueur d'ailleurs au sein de cette équipe ne sont purement pas liés aux états de service que vous avez eu au sein de cette sélection. Non, mais il faut rappeler que... Là, vous lui demandez d'être nostalgique, vous lui demandez d'être reconnaissant vis-à-vis des meilleurs services que Gadou a rendu. Il faut rappeler que Rigobert Song, il a reçu cette comment on appelle ça? En 2010, il faut aussi noter que Rigobert Song a été dans cette position-là. Rigobert Song ne méritait pas partir en Coupe du Monde 2010, tout le monde le sait. Rigobert Song n'était plus le Rigobert Song. Mais tellement il y avait ce record en ligne de mire, à savoir participer à 4 éditions de Coupe du Monde. Donc on a amené Rigobert Song, on a dit ok, on va t'amener, on va te mettre au bas. C'est ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire vous souhaitiez que le même scénario se reproduise avec Gadou? Non, pas forcément la récompense. Gadou est compétitif. Gadou est compétitif. C'est vrai, on avait besoin de... Alors comment comprendre son absence s'il est compétitif? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Comment comprendre son absence alors qu'en club il est compétitif, en sélection pour la plupart aujourd'hui? Certains s'obstinent à dire oui, clairement, Gadou, il mérite sa place. Baudelaire, c'est pour ça que j'ai dit que le choix d'une sélection n'est pas toujours sur le plan sportif. Au-delà du plan sportif, il y a ce qu'on appelle le plan environnemental, le groupe. Il faut chercher à trouver un équilibre au niveau du groupe. Ça veut dire que Gadou était l'élément qui allait créer un déséquilibre dans le groupe? Sûrement, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Sûrement, parce que Gadou, de tous les défenseurs qu'on a menés au mondial, de tous les défenseurs, Gadou est le défenseur le plus compétitif. Ça, c'est indéniable. Il est le plus compétitif de tous ces défenseurs. Je rappelle bien sûr les défenseurs qui seront au mondial pour ceux convoqués par le sélectionneur manager Rigobert Song. Donc, au poste de défenseur, nous retrouvons bien sûr le Nantais Jean-Charles Castelletto avec
ou du moins la contribution de la réalisation. Vous aurez d'ailleurs la fiche à l'écran. Jean-Charles Castellotto, le Nantais, voilà. Enzo Ebossé, lui qui évolue bien sûr du côté de l'Udinese. Faye Collins, également champion d'Afrique en 2017. Olivier Baizo, Nourou Tolo, qui a disputé la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Nicolas Nkolo, champion d'Afrique en 2017. Et le dernier, c'est bien sûr le Rennais, Christopher Wu. Parmi tous ces joueurs qu'on vient de citer, ce que vous nous dites, M. Sarr, c'est que personne d'eux ou personne d'entre eux n'a des états de service de G2. Même pas Nicolas Nkolo. Non, pas non. Ouais, je vous pense. En termes d'expérience, non. En termes d'expérience. En termes d'expérience, en termes de vécu, Nicolas Nkolo est au-dessus de tout le monde. Oui. Ça, c'est indéniable. Mais je dis que sur ces 5 dernières années, oui, aucun de ces défenseurs n'a la compétitivité de Michael Gadjoui. Aucun d'eux. Alors, on croit bien sûr les propos de M. Sack. M. Nika. Je vais faire une précision. Allez-y. La suite de Achille. Michael Gadjoui est le joueur le plus compétitif de la liste de Rigobert Song-Bahana. De la liste. C'est-à-dire on ne se limite pas qu'aux défenseurs. Je dis de la liste tout entière. Des 26. Des 26. Match en équipe nationale, oui, match en club, oui, match en championnat européen. C'est le joueur le plus compétitif. Cependant, ça veut dire qu'il y a forcément d'autres choses qui, oui, en Milikas, qui ne soient pas convoqués, avec notamment cette bagarre qui est avancée, une éventuelle bagarre lors du dernier regroupement. C'est ce qui s'est dit lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous n'avons pas ici sortie officielle de la fédération ou du coach qui vient. Elle ne pourra jamais vous donner des affirmations sur les faits pareils, la Fédé ou encore le staff. Le staff ne pourra jamais vous donner des affirmations avérées. Je dis bien, jusqu'à présent, sachons raison garder. Oui, bien sûr. Michel Gadjoui n'a pas été convoqué. Oui. Pas pour des raisons sportives. Pour des raisons extra-sportives. Il se dit que ce sont des raisons extra-sportives qui le mettent de côté. Alors, je dis bien, là, nous sommes en train d'analyser une liste de effectivement, on voudrait comprendre l'absence de Gadjoui. Je tiens à dire, sur le plan sportif, il mérite d'être au Qatar. Et sur le plan extra-sportif, c'est autre chose. Voilà. La différence est donc faite par vous, messieurs, sur le plateau. On va progresser dans cette liste des 26 de Rigobert Song en prenant cette fois le poste de milieu de terrain avec ceux qui ont été donc sélectionnés, où je vois, convoqués par le sélectionneur manager Rigobert Song. Olivier Ncham de Swansea. Voilà. Gaël Ondoa, bien sûr, qui évolue à Hanovre en 2e division. Martin Angla, qui évolue bien sûr du côté d'Italie, plus précisément du côté de Hellas Vérone. Koundé Malon, qui évolue bien sûr au championnat grec, si j'ai bonne mémoire, du côté de l'Olympiakos de Pirée. Samuel Ongwet ou encore Frank Zambo Anguissa. Voilà donc les milieux de terrain choisis par le staff technique. Un mot rapidement sur ces milieux. Des absences peut-être qu'on pourrait regretter aujourd'hui, la non-convocation d'un joueur comme Jean-Émile Junior Onana qui avait été constant sur les dernières convocations. Malheureusement, le nouveau joueur du RC Lens ne sera pas de la partie. Oui, lorsqu'on regarde la liste des milieux, on voit que c'est la continuité. On ne peut que regretter l'absence de Jean Junior Onana qui, pour moi, je pense que méritait mieux que par rapport, par exemple, à un joueur comme Gaël Ondoa, parce que Jean Junior Onana, lors de la CAN au Cameroun, il nous a montré, qu'il avait vraiment de la qualité et qu'il pouvait tenir ce milieu de terrain. Donc, on ne peut que regretter son absence, mais on va faire avec ceux qui sont là. Donc, et ceux qui ont été convoqués ou du moins sélectionnés, aujourd'hui, quand on regarde les différents profils, est-ce que il y a des motifs d'espérer que ce milieu de terrain soit bétonné à l'image de ce que le sélectionneur manager cherche à mettre en place depuis pas mal de temps aujourd'hui? Tout va dépendre de l'animation de jeu. Est-ce qu'on va jouer un milieu à 3 ou un milieu à 2? Donc tout va dépendre de l'animation. Je dis encore que c'est la continuité depuis la CAN. On voit que c'est presque quasiment le même milieu de terrain, sauf à une exception près, je crois, il y a Gaël Ondoa qui est entré après la CAN. Donc là, c'est presque le même milieu, c'est le même milieu. Donc on espère vraiment que, en fait, la sélection est déjà faite. Donc on va pousser ceux qui sont
ceux qui sont derrière. Avant bien sûr de prendre le secteur offensif avec bien sûr les attaquants qui ont été également convoqués par le sélectionneur manager Rigobert Song, prenons tout d'abord l'avis de Monsieur Foka. Il s'agit bien sûr de l'un de nos consultants permanents qui réagit à distance cet après-midi. Il revient sur cette liste des 26 joueurs sélectionnés donc du côté du Cameroun, mais surtout sur les chances des Lions indomptables du Cameroun. Alors, c'est un groupe programmé pour la finale, tel que mentionné par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, ou alors le Cameroun n'aura pas les moyens de sa politique au Qatar. À vous d'y répondre, Monsieur Foka. Alors, la liste des 26 lions programmés pour la finale. Non, ce n'est pas un groupe qui est programmé pour une finale. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a des joueurs de qualité, à l'instant de Zambo Anguissa, on a des joueurs tels que Choupo-Moting qui actuellement marche sur l'eau, on a des joueurs d'une certaine classe au sein de cette équipe nationale, mais parler d'un groupe programmé pour la finale, c'est mettre de la charrue avant les bœufs. Le Cameroun ne va pas favori déjà à cette Coupe du Monde à la base, et aussi, c'est un groupe qui se retrouve dans une poule assez difficile, l'une des poules les plus relevées de la compétition. Alors, dans cette poule où on a le Brésil, on a la Croatie, non pas la Croatie, on a la Serbie et on a la Suisse. 3 grosses nations de football, et même au classement FIFA, on peut constater que l'équipe nationale du Cameroun est la moins bien classée parmi les 4 équipes de ce groupe G. Alors, bien évidemment, c'est le football, c'est un sport qui est imprévisible. Les surprises ne sont pas exclues dans une compétition, mais on ne va pas dire qu'on est programmé pour une finale en comptant uniquement sur des surprises. Non, c'est à partir d'éléments concrets, d'éléments justifiés, justifiables, qui peuvent témoigner d'une certaine force. Et c'est à partir de ces éléments qu'on peut, voilà, prétendre à un titre ou bien à une finale de Coupe du Monde. Et comme j'ai l'habitude de le dire sur les plateaux, la Coupe du Monde c'est une compétition très difficile. Elle n'a rien à voir avec la CAN, elle n'a rien à voir avec l'Euro, elle n'a rien à voir avec la Ligue des Champions, parce que jusqu'ici, depuis 1930, que la compétition a été initiée, seules 8 nations ont réussi à soulever le Saint Graal. C'est dire à quel point il est compliqué pour des nations aujourd'hui de remporter le Saint Graal. On voit qu'il y a des nations comme la Belgique qui ont des groupes vraiment fournis à tous les recoins de l'équipe, du gardien de but jusqu'à l'attaque. Mais on a vu que il n'y a pas que de bons joueurs, il n'y a pas que de belles équipes, des équipes garnies d'individualités qui réussissent à accrocher ce titre. Il faut aussi un véritable collectif. Et quand je parle de collectif, je parle des joueurs qui ont su évoluer ensemble, qui ont su construire des choses ensemble, ce qui n'est pas forcément le cas de cette équipe du Cameroun. Au sein de cette sélection, il y a beaucoup de nouvelles arrivées. Il y a des joueurs tels que Georges Kevin Koudou qui est à moins de 5 sélections avec l'équipe du Cameroun. On a Olivier Chan, Gaël Ondoa, on a des joueurs qui découvrent à peine la sélection camerounaise. On a des joueurs comme Jean-Pierre Samet qui, même s'il a fait ses débuts depuis 2017, n'a que 4, 5 ou maximum 6 sélections avec l'équipe du Cameroun, ce qui est relativement peu. Donc c'est un groupe qui, je veux dire, qui ne se connaît pas encore, qui n'a pas eu le temps de véritablement évoluer ensemble. Et on voit que même du côté du sélectionneur, on peine à trouver un système de jeu, un système sur lequel il faudra évidemment compter durant cette compétition. Aujourd'hui, on se demande avec la forme de Choupo-Moting, quelle sera l'animation offensive? Est-ce que Vincent Aboubakar sera sacrifié, mis sur le banc de touche, ou bien Choupo-Moting évoluera en soutien de l'attaquant? Donc, toutes ces questions interviennent à quelques 10 jours de l'entrée en liste de l'équipe du Cameroun. Et pour moi, se poser des questions à ce moment de l'année, juste 10 jours avant l'entrée en liste en compétition, ça dénote déjà d'un certain, disons, d'une cohésion qui n'existe pas, une cohésion qui sera nécessaire pour aller sortir de cette poule, accrocher les 8e, quart, demi ou finale, tel qu'a été mentionné par le président de la FECAFOOT. Et à l'instar de tous ces éléments, il y a aussi la présence de quelques joueurs
de quelques joueurs qui interrogent. Il y a la présence, par exemple, de Nicolas Nkoulou, qui cette saison n'a disputé que quelques bouts de match, bon, pas quelques bouts de match, quelques matchs, mais si on totalise le nombre de matchs joués par Nkoulou durant cette année écoulée, de novembre 2021 à novembre 2022, on peut constater que Nicolas Nkoulou a joué moins de 10 matchs, club et sélection confondus. Donc un joueur qui joue moins de 10 matchs en un an, qui n'avait pas été appelé en sélection depuis 5 années et qui fait son retour miraculeux au sein de cette tanière, forcément ça pose question. Est-ce qu'il sera apte de disputer une compétition de haut niveau telle que la Coupe du Monde, sachant qu'en face, il y a des adversaires de grande classe, il y a des attaquants tels que Neymar, Alexander Mitrovic, Noah Okafor, tous ces joueurs. Est-ce que Nkoulou sera, malgré son expérience, à même de pouvoir contrer les assauts de cette attaque? C'est la question. Surtout que son coéquipier de défense, Jean-Charles Castelletto, n'est pas au meilleur de sa forme. Il a perdu sa place de titulaire au FC Nantes. Il n'a pas le rendement du joueur qu'on a connu ces derniers mois au sein de la tanière. Donc il y a une grosse interrogation qui se pose dans l'axe central de cette équipe du Cameroun. Et ce groupe-là, pour moi, ne donne pas assez ne rassure pas assez. Alors, en dehors du poste de défenseur, on va aller au poste de milieu, où il n'y a que 6 milieux qui ont été convoqués par le sélectionneur de l'équipe nationale. Sur les 26, il n'y a que 6 milieux, sachant que il y a 3 gros matchs et les profils ne sont pas très variés au sein de ce milieu. On regrette l'absence des joueurs comme Jean Junior Onana et des joueurs comme James Lea Siliki, des joueurs qui pouvaient apporter quelque chose au sein de ce milieu, qui ne sont malheureusement pas là, mais on retrouve quand même une attaque à 10 attaquants, 10 joueurs convoqués. Donc pour moi le plus étrange reste Christian Bassogok, qui est dans le même cas que Nicolas Nkoulou, des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés au sein de cette tanière depuis plusieurs mois, depuis un moment déjà. On pensait que la page Bassogok était définitivement tournée au sein de cette équipe nationale, mais il fait son retour, surprise. On va voir ce que ça donne, mais au vu des choix qui ont été faits, je me pose des questions et puis je suis évidemment inquiet de savoir ce que ça va donner durant ce mondial. Alors, faut-il se montrer inquiet aujourd'hui au regard de ce qui précède? En tout cas, ça, c'est l'analyse de Monsieur Foucault. Alors, la question, pour revenir sur ce plateau, je vous la pose, messieurs. Est-ce qu'il faut se montrer inquiet aujourd'hui? Il a relevé pas mal de points, notamment le secteur offensif, qui est suffisamment garni, le plus garni d'ailleurs de cette liste des 26, avec 10 attaquants. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait s'inquiéter aujourd'hui quand on pense que les intentions de jeu du sélectionneur seront forcément d'aller attaquer et voire marquer beaucoup de buts, si on veut faire une analyse basique et simple? Oui, bien sûr. On a des raisons de s'inquiéter. Si on peut, il faut analyser la liste de manière globale. On se rend compte que, comme le disait Loïc, on aura 10 attaquants. Oui. Donc, le compartiment des attaquants, c'est 10. On a 10 joueurs, 6 milieux de terrain et combien de défenseurs là 7 défenseurs, dont uniquement 3 défenseurs centraux. Donc, et puis on voit un compartiment, on a 10 attaquants. On se rend compte que, on comprend clairement que le sélectionneur veut jouer à l'offensive. Maintenant, lorsqu'on regarde le groupe dans lequel on se retrouve, avec des équipes qui sont vraiment supérieures à nous, à savoir la Suisse, le Brésil et la Serbie, qui sont des équipes qui sont supérieures à nous. Est-ce que aller jouer l'offensive face à ces équipes-là, ça ne sera pas du suicide? Là, on ne sait pas, on ne connaît pas quel type d'animation de jeu Rigobert va prôner. Mais maintenant, si on regarde, au fond, on va se rendre compte que Rigobert sont 7 à un milieu de 1. Certains compartiments qui sont plus fournis que d'autres, tout simplement parce que il a pris en compte certains éléments tels que la polyvalence de certains joueurs. Par exemple, sur le plan offensif, on a un joueur comme Ngom, qui est un joueur qui est formé en tant que arrière latéral droit. Oui. Donc c'est un joueur formé au bassin en tant qu'arrière latéral droit. Donc on comprend clairement que gars, il peut apporter à un certain moment peut-être à ce poste-là. On a un gars comme Gamalo qui est beaucoup plus, qui aime le couloir, mais qui a beaucoup plus la vocation
défensive. Donc, ce sont des gars qui peuvent apporter par-ci, On par-là. va dire profiter de cette polyvalence-là. Voilà, donc je crois c'est que peut-être également l'élément sur lequel pourrait s'appuyer éventuellement Rigobert Song pour cette phase finale de Coupe du Monde. Alors, pour vous, Monsieur Ngekam, on se rend clairement compte aujourd'hui que nous avons 10 attaquants qui reviennent en permanence dans cette liste. Le milieu de terrain pas suffisamment fourni jusqu'ici, même s'il y a quand même des noms forts, ronflants dans ce milieu de terrain. Mais surtout, ce qui a piqué notre curiosité, c'est la présence de 2 joueurs locaux. Ngom de la colonne sportive du Djaïlabo et bien sûr le ballon d'or camerounais Souaïbou Marou. C'est aujourd'hui pour vous une convocation méritée pour ces deux-là, ou alors vous pensez qu'il aurait été incongru d'aller au mondial sans un joueur local dans cette liste? Évidemment, Baudelaire, je peux te prendre à la fin. Ça aurait été une incongruité de partir au mondial sans prendre un joueur local. Et je tiens à dire que sur les 2 convoqués, moi j'aurais pu m'attendre à un autre joueur. Et c'était Maro Swabo, parce que Ngom Bekele, moi je ne maîtrise pas trop, et même sur le plan championnat local, c'est un bon jeu, mais il n'a pas la qualité particulière que nous a par exemple présenté un patient Wasso, ou bien un gars comme celui qui est actuellement à Coton Sport, l'ancien joueur de Edding Sport. Bon, mais je me dis aussi que Rigobert Song a voulu jouer à l'équilibre, ne pas appeler 2 jeux de Coton Sport pour représenter le championnat local. C'est vraiment une bonne promotion du championnat local, puisque ces joueurs-là vont toucher 7 millions par jour aux joueurs et au club. Bon, c'est quoi donc? C'est plutôt un avantage pécuniaire pour eux que bien toute chose. Alors que quand vous les écoutez, ils sont animés d'énormes ambitions quand ils vont au Qatar. C'est pas que l'aspect pécunier. Ils vous disent clairement que nous, on y va avec nos chances. On croit que peut-être il y aura 5 à 10 minutes qui pourraient nous intéresser et peut-être que chacun en profitera pour saisir sa chance. Mais bien évidemment, qu'est-ce que tu veux que veux-tu qu'ils disent? Ils sont des compétiteurs. Il n'y a aucune personne là-bas avec nationale qui est appelée à accepter qu'il va rester au banc. Tous sont des soldats, ils vont en mission et chacun est prêt à défendre les couleurs du pays. Je crois que c'est une bonne occasion pour eux de se mouvoir et de montrer des qualités s'il y a 2 ou 3 minutes qui leur est accordé. Mais je crois également que on aura besoin davantage à autre compétition. Il ne faudrait pas seulement à la Coupe du Monde parce qu'il y a un gain pécunier, mais que dans d'autres championnats, dans les compétitions africaines ou bien continentales, il puisse être appelé. Est-ce qu'on va se poser la question qu'on devait se poser depuis le début de cette émission, avec bien sûr la thématique qui s'affiche bien sûr au bas de vos petits écrans, ou du moins de vos petits écrans à la maison pour vous que nous suivez de ce côté. Alors le Cameroun, on a fait un petit travail où on a recensé le nombre de participations du Cameroun en phase finale de Coupe du Monde. Alors avec cette qualification au Qatar, le Cameroun en sera à sa 8e participation, toute compétition confondue d'ailleurs. Le Cameroun n'a remporté que 4 de ses 23 matchs disputés en Coupe du Monde jusqu'ici. Le Cameroun a gagné combien de matchs, messieurs? Tenez-vous tranquille. 4 matchs pour 7 nuls et 12 défaites. Sur les 23 matchs disputés jusqu'ici, le Cameroun a marqué au total 19 buts pour 44 concédés. Soit 44 d'ailleurs conséqués. La dernière victoire des Lions indomptables du Cameroun en phase finale de Coupe du Monde remonte à 2002 avec ce but de Samuel Eto'o face à l'Arabie Saoudite. La dernière victoire, il y a cela 20 ans. Quand on fait un rapport entre bien sûr l'année 2002 et 2022 aujourd'hui, la dernière victoire remonte à 2002. 20 ans après, le Cameroun est-il capable aujourd'hui d'aller chercher une nouvelle victoire en phase finale de Coupe du Monde, surtout dans ce groupe dans lequel on retrouve entre autres la Serbie, la Suisse, voire le Brésil? Pour vous, monsieur Sack. Bien sûr. Bien sûr, nous sommes au Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est une grande nation sur les Sauf qu'à chaque fois que le Cameroun part en Coupe du Monde, c'est le même discours qu'on tient. Je suis d'accord. Mais la victoire n'arrive jamais. Je suis d'accord, sauf que c'est le Cameroun. Le Cameroun fait partie c'est une grande nation sur l'échiquier du football mondial. Donc, le Cameroun a le droit de rêver d'aller remporter cette Coupe du Monde. Mais maintenant, quand je reviens à votre question, est-ce qu'on peut gagner ne serait-ce qu'un match? Je crois que c'est même là le combat. C'est le combat de cette équipe. Cette équipe doit au moins se remporter un match. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de victoire
Les enfants qui sont nés après 2002. Les moins de 20 ans, les moins de 20 ans aujourd'hui n'ont jamais connu une victoire du Cameroun en phase finale de Coupe du Monde. En phase finale de Coupe du Monde. Donc ça sera déjà une victoire de remporter un match. Mais il faut aussi noter que le Cameroun n'a pas toujours été verni en Coupe du Monde. En 2002, on nous annonce comme favori. On a eu une préparation foireuse. Ça a détruit notre mondial. En 98, on nous a volé une victoire face à, par exemple, au Chili. On nous a volé une victoire avec 2 buts clés de François Mambi qui n'ont pas été validés. Donc, il y a eu des petits éléments. Est-ce que le fait de partir avec un statut d'outsider pourrait jouer cette fois en notre faveur? Parce que les années où le Cameroun partait en tant que favori, ou du moins était considéré comme l'un des favoris, finalement le Cameroun n'a rien eu à la fin. Est-ce que le fait aujourd'hui de partir dans une posture autre, différente, pourrait permettre à ce groupe d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire la finale, comme le souhaite d'ailleurs le président Samuel Eto'o? Aujourd'hui, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que le Cameroun, c'est pas en Coupe du Monde avec l'une de ses meilleures préparations, malgré que la fédération FIFA n'a pas été très grande pour la préparation. Mais on part avec en fait, étant qu'est-ce qu'on entend par meilleure préparation aujourd'hui selon vous? Pas de scandale de prime. On sait que le scandale de prime a toujours foiré les compétitions des Lions. On sait que oui, les scandales de prime, aujourd'hui on n'en parle même pas. On n'en parle pas. En fait, on a 6 jours devant nous, parce que rien jusqu'ici n'a été filtré sur les prix hautes. Non, je peux plus vous avez encore 6 jours avant le coup d'envoi et probablement encore peut-être 12 ou du moins 10 avant 10 ou 9. Ah oui, avant le premier match des Lions du Cameroun le 24 face à la Suisse. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas un problème de prime. Entre-temps, par là, la Coupe d'Afrique est passée. Il n'y a pas un problème de prime. Il y a eu des qualifications, même pas un mot sur un problème de prime. Ça, ça a été toujours le poison des équipes nationales du Cameroun à la veille des Coupes du Monde. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une meilleure préparation sur le plan psychologique. Les gars n'ont pas de problème à se soucier. Aujourd'hui, on n'a pas de problème où est-ce qu'on va dormir. Je vous rappelle que par exemple en 2002, les gars ont dormi à l'aéroport. On est arrivé à Corée, au Japon à 24 heures, moins de 24 heures du match. Ça a payé cash. Ça a payé cash. Donc je crois que sur le plan de la logistique, le Cameroun, cette Coupe du Monde en fait, c'est la Coupe du Monde la mieux préparée. Donc maintenant, sur le terrain, je suis sûr que les gars n'auront qu'à se donner sur le terrain. Et avec les ambitions de l'état-major de l'équipe nationale, je crois que les gars vont se donner à fond. Les gars vont se donner à 100%. Rien ne nous garantit qu'il y aura la victoire. Mais mon souhait serait qu'on commence d'abord par gagner un match pour cette Coupe du Monde. Compte tenu donc de tout ce que vous avez cité, Monsieur Sack, vous avez parlé de cette préparation qui, selon vous, a été jusqu'ici idéale. Pas de problème de prime, même si 6 jours nous séparent toujours de ce coup d'envoi. Vous avez parlé, entre autres, de ces ambitions qui sont nourries par le président de la Fédération camerounaise de football ou encore la logistique aujourd'hui qui est au rendez-vous, les Lions indomptables du Cameroun. Monsieur Guikam, est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce que vient de citer Monsieur Sack et au regard de cette liste des 26 qui a été officiellement rendue public, ce groupe-là est programmé pour jouer la finale comme l'espère, ou du moins l'ambitionne, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o? Merci Baudelaire. Pour jouer la finale, c'est un processus. C'est déjà gagner son premier match, sortir de la poule, le 8e quart et demi-finale. Je crois qu'au regard du groupe, c'est un peu mal parti. Mais je crois que le Camerounais, on entend particulièrement un maître au dos mur. Et je crois que sur le plan offensif, on a 10 attaquants. Parmi ces 10 attaquants, il y a un monsieur qu'il faut remarquer parce qu'il est actuellement le deuxième meilleur buteur de tous les championnats d'Europe, à l'instar de Choupo-Moting, juste derrière Eddie Haaland. Bon, je crois que c'est un rêve de vouloir gagner la finale. Qui ne serait pas content que son pays, comme le nôtre, gagne la finale. Mais maintenant, non, il faudrait que les Camerounais se sentent dans leur bon état. Je crois que c'est ce que l'exécutif de l'Africa Foot fait actuellement, c'est de mettre tous les petits plans dans les grands pour permettre à ces garçons d'être dans les bonnes conditions. Je crois que, excepté le problème d'Ngandui qui s'explique par une bagarre qui aurait été dans les vestiaires, il n'y a pas un problème. Je crois que et également aussi les organisateurs de la Coupe du Monde ont mis les petits plans dans les grands parce que
Vous avez vu l'avion dans lequel les Lions se sont envolés. Un avion estampillé à les Lions. Voilà. Bon, du coup, je crois que sur le plan logistique, tout est mis en jeu et que les Lions jouent, que les Lions montrent que les primes qu'ils touchent méritent bien d'être pris dans les caisses de l'État. Du coup, on peut lui souhaiter bonne chance. Bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun d'ailleurs pour sortir définitivement donc de cette thématique-là. Nous allons prendre d'ailleurs le programme du Cameroun pour cette phase de groupe. Le Cameroun qui jouera donc son premier match jeudi jeudi le 24 novembre face à la Suisse du côté donc du Qatar. Deuxième match de groupe pour les Lions indomptables du Cameroun. Cameroun-Serbie le lundi 28 novembre. Et bien sûr, troisième et dernier match, ce qui sera d'ailleurs l'affiche la plus suivie de ce premier tour de la Coupe du Monde. Cameroun-Brésil, vendredi 2 décembre 2022. D'une équipe à une autre, c'est une histoire de transition. On prend la transition pour parler de la Tunisie derrière. La deuxième thématique, le tour d'horizon de toutes les sélections, ou du moins des autres sélections africaines également engagées dans cette 22e édition de Coupe du Monde de football. Nous offrons d'ailleurs notre dossier de ce tour d'horizon avec cette fois la sélection nationale de la Tunisie, dont la liste a été rendu public il y a quelques heures seulement par le sélectionneur Djalel Kadri. Ce qu'il faudrait aujourd'hui clairement dire, c'est que la Tunisie est logée dans le groupe D, le groupe bien sûr des champions du monde. Les Français sont bien les biens de la partie avec Kylian Mbappé et bien d'autres. Le groupe également du Danemark. Le Danemark qui sera de la partie ou encore de l'Australie. Voilà donc les trois adversaires des Aigles de Carthage en phase finale de cette Coupe du Monde de football. Mais bien avant, je voudrais que, avec le concours de la réalisation, on puisse avoir bien sûr la liste des joueurs tunisiens convoqués pour cette phase finale de Coupe du Monde de football. Une liste qui a été rendue publique, d'ailleurs vous l'avez sur vos petits écrans à l'instant, avec bien sûr 4 gardiens de but. Vous les avez tous d'ailleurs présents. On rappelle bien sûr que la Tunisie en sera à sa 6e participation en Coupe du Monde de football. Les amis, quand on regarde à ce groupe de la Tunisie, on l'avait quitté sur une élimination, bien sûr, en huitième de finale du côté du Cameroun lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Par la suite, le sélectionneur Djalel Kadri a pris les rênes. Il est à la tête de cette sélection depuis le début de l'année 2022. Jusqu'ici, c'est un bilan de 6 matchs. 4 victoires pour 2 nuls. C'est plutôt un groupe qui fonctionne bien, qui vit bien. Quelles sont, selon vous, messieurs, les chances de cette Tunisie dans ce groupe D? Le groupe de la France, championne du monde en titre, le groupe du Danemark et le groupe de l'Australie. D'abord à vous, la question je la pose, Monsieur Sack. Quelles sont selon vous les chances de la Tunisie dans ce groupe? Ok. Cette équipe tunisienne, c'est l'une des équipes africaines qu'on ne maîtrise vraiment pas le plus ou bien la moins médiatisée de toutes les sélections qualifiées. Lorsqu'on regarde lorsqu'on regarde le groupe, les sélectionnés du Sénégal, on voit qu'ils ont 4 gardiens. Ils ont appelé, la Tunisie. Oui, de la Tunisie, ils ont appelé 4 gardiens. Oui. Ils ont 9 joueurs sur le plan défensif. 6 sur le plan offensif. C'est d'ailleurs le plan, ou du moins le secteur de jeu le plus garni, le plus fourni aujourd'hui, c'est-à-dire la défense. 6 sur le plan au milieu de terrain et 6 attaquants, je crois. 7 attaquants. 7 attaquants. On voit clairement que le coach tunisien, il a les intentions de bétonner. Les intentions de bétonner. Maintenant, lorsqu'on regarde le groupe du Sénégal, de la Tunisie, autant pour moi, on a la France qui est au-dessus de ce groupe, ça c'est indéniable, le Danemark, l'Australie. Donc, la Tunisie a sa chance à prendre dans ce groupe. Parce que c'est vrai, l'équipe danoise, c'est une belle équipe, c'est une très belle équipe. L'Australie, c'est une équipe qui... Le Danemark a d'ailleurs surpris durant le dernier Euro. Oui, le Danemark qui a malheureusement sorti par l'Angleterre, mais
qui a fait une très bonne phase de groupe, même si derrière il y a eu cette élimination face à l'Angleterre, qui était d'ailleurs le futur finaliste de cette compétition. Mais le Danemark est également une nation à prendre au sérieux aujourd'hui. Oui, le Danemark, c'est une grande nation. C'est une nation qui c'est tout un collectif. C'est une nation où il n'y a pas vraiment une superstar, donc c'est une équipe avec qui Christian Eriksen qui est la star, fera son comeback. qui est la star dans cette sélection. Mais cette sélection danoise, c'est tout un bloc. C'est un bloc. Donc c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui défend très bien, qui a une bonne animation de jeu, mais que la Tunisie peut aller chercher. Parce que si vous observez bien, la Tunisie et le Sénégal et le Danemark ont des similitudes. Ils ont les similitudes au niveau du jeu, au niveau du bloc. Oui, du bloc, même du bloc. Ils jouent presque avec le même système. Et on a quelques individualités. Et dans ces deux groupes, c'est le groupe qui est la star. Donc ce sont des groupes. Des groupes qui sont savamment réfléchis, qui font un mélange très homogène. Donc c'est un groupe qui est vraiment à la portée de la Tunisie, si la Tunisie essaie de lever le niveau. La Tunisie de Youssef Msakni, la Tunisie bien sûr de Wabi Kasri, on la suivra de très près. Selon vous, monsieur Gekam, alors que peut-on dire aujourd'hui de cette équipe tunisienne, notamment dans ce groupe? A-t-elle les moyens de sa politique? Peut-elle déjouer tous les pronostics? Parce que clairement jusqu'à présent personne n'ose mettre une pièce sur elle dans ce groupe. Mais clairement, aujourd'hui, quand on regarde le groupe qui vient d'être convoqué, sélectionné, quand on parle du secteur offensif qui sera notamment adébé par un certain Youssef Msakni ou encore Wabi Kasri, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette équipe a des chances dans ce groupe, le groupe des champions du monde français? Bien évidemment, cette équipe a des chances à faire valoir. Dans la mesure où, excepté la France, je ne vois pas soit le Danemark ou bien l'Australie ne pas être tutoyée par la Tunisie. Il faut également dire que ce groupe de Tunisiens là, il y a un bon nombre de joueurs qui évoluent au championnat local. Ça veut dire que les gars se connaissent, les gars se maîtrisent. Et je crois que si la Tunisie parvient à battre le Danemark et battre également ou bien faire match nul contre l'Australie, qui est également une équipe joueuse, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on a tendance à faire valoir les forces de Danemark et l'équipe de France, tout en excluant l'Australie. L'Australie, c'est aussi un pays qui joue, puisque même dans son continent là-bas, elle se bat contre ses adversaires. Je crois que la Tunisie, comme l'a dit Achille, c'est l'équipe la moins médiatisée sur le plan africain. Mais attention, parce que je crois qu'avoir des joueurs locaux qui se connaissent, c'est également un avantage pour que cette équipe-là parvienne à tutoyer. Même la France, parce que ce n'est pas la France qu'on connaît, ce n'est pas la France championne d'Afrique, ce n'est pas la France qui a un groupe fort. Parce qu'il faut dire que ce groupe de France est un peu endommagé au niveau du milieu de terrain. Et je crois que avec les absences de N'Golo Kanté et bien sûr de Paul Pogba blessé. Et je crois que en train même ici, là, il y a Kipembe qui a déclaré forfait. Et je crois que si la Tunisie se prend par Axel Dizazi, le défenseur de l'AS Monaco. Voilà, je crois que si la Tunisie se prend vraiment au sérieux, elle peut être la surprise dans ce groupe. La surprise dans ce groupe donc de la Tunisie, le groupe de la Tunisie. On rappelle bien sûr rapidement le programme de nos amis tunisiens qui nous suivent bien sûr à l'instant avec ce premier match. Oui, tout se jouera certainement le 22 novembre prochain. Premier match Tunisie-Danemark ou alors Danemark-Tunisie. Deuxième match donc de phase de groupe pour cette sélection. Ça sera le samedi 26 novembre. Tunisie-Australie. Et dernier match, Tunisie, forcément. Oui, Tunisie-France, voilà, le dernier match. Le match le plus compliqué, quand on regarde, ça sera le mardi 30 novembre. Ça veut dire quoi, messieurs? Il faudra capitaliser sur les deux premiers matchs. Il faudra tout donner sur les deux premiers matchs. D'abord face au Danemark, le 22 prochain, le 22 novembre. Et ensuite, le 26, face à l'Australie. Peut-être l'avenir de la Tunisie dans ce mondial se joue durant ces deux premiers matchs. Lorsqu'on regarde ce tableau, on se rend compte que la Tunisie ils sont dans la même configuration que le Cameroun. C'est-à-dire, on joue le plus fort en dernière position. Oui. Donc, la Tunisie a intérêt à se jeter dans la bataille. La Tunisie a intérêt à aller chercher le Danemark et l'Australie pour
pour finir son match face à la France, comme en fait pour que le match face à la France soit un match de gala, un match peut-être pour la première place ou un match de gala par rapport à l'histoire qui existe entre la Tunisie et la France. Donc c'est une belle affiche pour le peuple tunisien. Donc lorsqu'on regarde cette configuration, la Tunisie a sa chance. La Tunisie a sa chance, mais surtout devra bien négocier, M. Guikama, ses 2 premiers matchs. C'est-à-dire face au Danemark tout d'abord, le 22 et le 26 face à l'Australie. Bien évidemment, le Danemark est prenable. Si la Tunisie entame son match du 22 par une victoire, elle peut espérer peut-être prendre un match nul. Ou alors, si elle peut faire un match nul avec le Danemark, pourquoi ne pas battre la Tunisie, l'Australie, pardon. Et je crois même la France, elle peut faire également un match nul. Je crois que, comme l'a dit Achille, c'est la même configuration comme dans le groupe du Cameroun. Bon, du coup, il faudrait que les gars tunisiens se prennent au sérieux pour faire une belle entrée de jeu. Qui ne rate pas leur entrée surtout. Surtout, ne pas rater le premier match, l'entrée, le début d'une chose, le début d'une compétition. On connaît l'importance bien sûr des premiers matchs dans une compétition comme la Coupe du Monde. Ça sera donc face au Danemark le 22 novembre prochain, il faut le dire, un groupe aujourd'hui qui sera conduit par Youssef Msagni. À 32 ans, il s'appelle donc à disputer sa première Coupe du Monde de football. La Tunisie qui pourra bien sûr compter sur les supporters, parce qu'on dit pour ces pays arabes, généralement jouer au Qatar, c'est comme jouer à la maison. Donc, forcément, on va le dire, il y aura bien sûr cet avantage-là, celui de pouvoir avoir du côté du Qatar un bon nombre de supporters pour ces pays du Maghreb, entre autres la Tunisie ou le Maroc. Ce qui nous pousse bien sûr à la 3e équipe de cet après-midi, qui n'est autre que les Black Stars du Ghana, qui ont frôlé une demi-finale en 2010 avec ce penalty qu'on n'oubliera pas d'aussitôt, le penalty bien sûr de Diana Samoa sur une main de, messieurs, en 2010, Luis Suarez, El Pistolero, qui sera également de la partie. Et qu'on se retrouve bien les amis, pourquoi je vous dis cela? Parce que le Ghana est logé dans le groupe l'Uruguay. L'Uruguay, on prend bien sûr le groupe du Ghana avec bien sûr les 26 qui ont été sélectionnés. La liste a été rendue publique par Otto Addo, le sélectionneur, il y a quelques heures de cela. Avec le concours bien sûr de la réalisation, nous aurons bien sûr cette liste à l'écran pour revenir bien sûr sur la sélection du vétéran André Ayou, qui sera bien évidemment de la partie, tout comme son petit frère Jordan Ayou, un groupe qui sera conduit par pas mal de joueurs. Avec bien sûr le concours de la réalisation, nous aurons les 26 sélectionnés donc par le sélectionneur Otto Addo, qui a été porté à la tête de cette sélection en début d'année 2022. Le Ghana, on le rappelle une fois de plus, logé bien sûr dans le groupe H, le groupe du Portugal, le groupe de l'Uruguay ou encore le groupe aujourd'hui de la Corée du Sud. Alors, fait quoi la réalisation? Peut-être qu'il faudrait qu'on ait cette composition d'équipe du Ghana, ou du moins les 26 qui ont été sélectionnés, avant qu'on ne retrouve bien sûr la liste de ces 26. Messieurs, on va vous permettre de dire un mot sur cette sélection du Ghana. On se souvient que cette sélection aujourd'hui va participer à sa 4e Coupe du Monde de football, mais surtout on garde en mémoire cette année 2010 et ce quart de finale épique où toute l'Afrique a failli célébrer un penalty obtenu dans les toutes dernières minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2010 et 2022, des choses ont franchement changé? Est-ce que ce groupe de 2022 aujourd'hui, vous le voyez capable de rééditer l'exploit, cet exploit-là, c'est-à-dire l'exploit de 2010? Le Ghana reste une valeur sûre de notre continent. On a tous vu lors de la Coupe d'Afrique en janvier que le Ghana n'a pas été bon, mais tout après, 2 mois après, on a vu le Ghana éliminer le Nigeria, qui a montré une très belle figure lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Nations. La Coupe d'Afrique, voilà. Donc ce Ghana, c'est une équipe. Le Ghana en général a toujours été une équipe qui nous représente bien sur la scène mondiale. Donc aujourd'hui, vous parlez de 2010, nous sommes en 2020, ça fait 12 ans. On a quelques éléments qui étaient déjà dans de l'effectif du Ghana qui était déjà à cette Coupe du Monde, en l'occurrence André Ayou. Donc cette équipe du Ghana est toujours surprenante. Moi, c'est vrai, on n'attend pas vraiment grand chose de cette équipe, mais... Ah bon, dans ce groupe H aujourd'hui, vous avez l'impression que il ne faudra pas compter avec le Ghana, ou alors... En fait, elle part dans... Je ne mets pas le Ghana parmi les 2 favoris de ce groupe, mais le Ghana, c'est une équipe qui nous représente souvent bien. Donc, le Ghana, c'est une équipe remplie de surprises. La preuve, elle a fait une mauvaise Coupe d'Afrique en janvier,
Et en mars, elle a rebondi face au Nigeria. Personne ne s'attendait, n'aurait misé, n'aurait parié pour la qualification du Ghana. Elle a éliminé le Nigeria au la main. Donc, c'est une équipe qui est souvent surprenante. Et elle a à sa tête un entraîneur qui a des idées. Local, hein, comme la plupart d'ailleurs des sélections qui sont qualifiées, les sélections africaines d'ailleurs qualifiées pour cette 22e édition de Coupe. Voilà, elle a à sa tête un sélectionneur qui a les idées, qui sait où il veut aller, qui sait ce qu'il faut, ou bien qui a joué au niveau et qui sait ce qu'il faut pour pouvoir amener cette équipe vers les sommets. La liste donc du Ghana, je ne sais pas si on pourrait finalement l'avoir du côté de la réalisation, parce que là il faudrait qu'on l'ait pour avoir bien sûr une idée précise. On va aller la chercher dans le dossier qu'on a créé pour cette Coupe du Monde, le dossier prolongation, pour retirer cette liste du Ghana, parce qu'on l'a bel et bien calé du côté de la réalisation. Revenir sur les participations du Ghana jusqu'ici avec ce quart de finale, Monsieur Gekam, en 2010. C'est vrai qu'en 2014 ça s'est pas bien passé. 2018 le Ghana était absent, mais là le Ghana fait son comeback. À quelle équipe, du moins quelle équipe, à quel Ghana on aura droit du côté du Qatar? Nous, à quelle équipe du Ghana d'ailleurs? Bon, déjà il faut déjà dire que je ne sais pas si c'est un hasard, mais le Ghana sera revanchard dans la mesure, comme tu l'as si bien dit, et retrouver l'Uruguay. Et je crois que c'est également un Ghana qui va avec un groupuscule de personnes, de joueurs qui peut-être c'est la dernière Coupe du Monde, et pas notamment des frères Ayou et quelques... Du moins pour André aujourd'hui, c'est sûr, pratiquement certain que ça sera sa dernière Coupe du Monde. Je crois que il souhaiterait plus voir les pleurs qu'ils ont eu en 2010 parce qu'ils ont raté le pénalty à Samoa Gyan. Je crois que dans ce groupe-là, il faut faire très attention. Parce que je crois que... Vous parlez du groupe H, justement. Parce que certes, le Ghana a déjà atteint les quarts de finale, comme le Cameroun, et est en voie d'entrer en demi-finale. Il faut faire attention parce que vous avez un pays comme le Portugal, qui est un pays qui ne brille plus assez en Europe. Mais Portugal qui reste quand même dangereux. Voilà, qui reste dangereux et qui a un Cristiano Ronaldo qui est chambré avant cette Coupe du Monde, qui souhaiterait ne pas quand même sortir cette Coupe du Monde. C'est la dernière Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo. Peut-être qu'il ne se verrait pas sorti de cette compétition, soit en quart de finale, bien en phase de groupe. Attention à la Corée du Sud. Vous avez vu face au Cameroun, ce sont de bons joueurs. Vous avez un son qui est dans ce groupe-là. Et je crois qu'il faudrait que le Ghana se prenne au sérieux pour pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Et le Uruguay était champion du monde. Je crois notamment, et beaucoup de ces joueurs jouent soit à l'Atlético de Madrid, soit en Amérique. Au Real de Madrid, avec Fede Valverde aujourd'hui, Luis Suarez qui a été sélectionné, tout comme Edinson Cavani. Pratiquement les mêmes sont là. Ceux de 2010, on parlait tout à l'heure du Ghana, mais également on retrouve quelques rescapés de 2010 qui font partie d'ailleurs de ces effectifs-là. Les stars de Luis Suarez, toujours présents aujourd'hui avec cette nouvelle génération. Araujo du FC Barcelone, Fede Valverde du Real Madrid, Edinson Cavani, même si c'est plus la grande forme aujourd'hui, mais tous sont là, sont bel et bien présents. Bon, je crois que c'est un groupe, c'était la Corée du Sud qui ne comporte pas des joueurs qui ont faim, parce que si vous prenez le Uruguay qui a des joueurs qui peut-être c'est la dernière Coupe du Monde, le Portugal c'est également le cas pour certains, il faudrait que le Ghana se prenne au sérieux. Je ne sais pas avec quelle équipe, contre quelle équipe elle jouera le premier match, justement, puisque vous en parlez, ça nous donne l'occasion de prendre cette fois le calendrier de cette équipe du Ghana. On n'a pas pu avoir, bien sûr, la liste des 26 sélectionnés par le sélectionneur Otto Addo, mais j'espère qu'on aura cette fois voilà le programme du Ghana. Le Ghana donc qui jouera son premier match dans cette compétition face au Portugal. Oui, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ça c'est quand même une sacrée affiche d'entrée. Ça sera le jeudi 24 novembre prochain. Deuxième match pour les Black Stars
face à la Corée du Sud le lundi 28 novembre pour sortir bien sûr de cette phase de groupe. Le remake de ce quart de finale en 2010, Ghana Uruguay, ça sera le 2 décembre. Messieurs, vos pronostics, ou du moins votre avis sur ce calendrier des Black Stars. On a pris les exemples tout à l'heure du Cameroun ou encore de la Tunisie qui devaient jouer les deux petits lors des deux premiers matchs, mais là, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse. Le Ghana qui joue d'entrée le Portugal. Est-ce que ça, ce n'est pas également un avantage, c'est-à-dire de se libérer d'entrée avec le super ou l'ultra favori de ce groupe lors du premier match, afin de voir comment négocier les deux autres, c'est-à-dire accrocher d'avoir un bon résultat face au Portugal. Peut-être un match nul serait une belle opération, peut-être match nul serait réducteur pour ce groupe des Black Stars. Aller chercher une victoire ne serait pas aujourd'hui exagéré. Dire qu'aller chercher une victoire du Ghana face au Portugal ne serait quand même pas exagéré. Aller chercher une victoire, ça serait important. Il faut rappeler que les sélections africaines qui ont traversé le premier tour ont toujours fait... ont toujours eu une performance retentissante lors du premier match. On se souvient du Cameroun en 90 face à l'Argentine, du Sénégal en 2002 face à la France. Champion du monde à l'époque. Voilà, donc avoir une victoire face au Portugal, ça sera une victoire retentissante et ça va donner de la confiance pour la suite. C'est-à-dire il y a des ailes qui vont pousser et ça va faire en sorte que cette équipe aura peut-être le vent en poupe. Mais maintenant, compte tenu des forces en présence du côté portugais, parce qu'il faut rappeler que sur le papier, le Portugal a l'une des plus belles équipes de cette compétition. Parce que quand vous retrouvez dans une équipe du Portugal un joueur comme Ruben Dias, Cancelo, Vitinha, Silva, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Nuno Gomez, Nuno Menez, Joao Félix, Cristiano Ronaldo qui est revanchard, comme le disait Patrick. Ça va pas être du tout facile. Donc vraiment on souhaite tous que le Ghana ait une victoire retentissante face au Portugal qui va leur donner peut-être des ailes pour la suite de la compétition, mais ça sera vraiment très compliqué. Calendrier, donc voilà le calendrier donc des Black Stars du Ghana. Début donc de cette compétition, du moins début de la compétition pour cette équipe du Ghana, ça sera le 24 novembre prochain face au Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo. Messieurs, parlons du Maroc. C'est vrai que la semaine dernière, on a fait un gros plan sur cette sélection du Maroc avec bien sûr les propos du sélectionneur Walid Regragui. On ne va pas énormément s'attarder sur le Maroc, on va juste relever bien sûr cette information de dernière minute. Il sera donc forfait, malheureusement, Amin Harit, sélectionné, convoqué par Walid Regragui, s'est blessé hier en club à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1 sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, la blessure en image, on parle aujourd'hui d'une rupture des ligaments croisés. C'est donc une malchance pratiquement, voire une déception pour ce joueur-là qui a quitté Schalke 04 avec pour objectif, pour ambition de relancer sa carrière du côté de l'Olympique de Marseille. On aurait pensé que la Coupe du Monde serait une vitrine pour ce joueur. Malheureusement, Amin Harit ne sera donc pas de la partie, forfait de dernière minute du côté donc des Lions de l'Atlas du Maroc, avec d'autres retours. Alors on parle bien sûr du blessé, mais il y a quand même bon retour. Masraoui est de retour en sélection. Les Bani, Souler, Vaïd, Alidodik sont quand même de retour avec cette liste des 26 de Walid. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de les avoir à l'écran avec le concours de la réalisation. Les 26 de Walid Regragui, voilà. Donc on aura bel et bien Masraoui qui sera présent. Hakim Ziyech de Chelsea qui sera également présent. Je vous l'ai dit, on ne va pas faire un tollé, ou du moins on ne va pas s'attarder sur le Maroc, puisqu'on a eu longuement l'occasion de parler de cette équipe la semaine dernière, avec bien sûr ce focus qu'on avait réservé à cette équipe des Lions de l'Atlas du Maroc. Le Maroc qui sera d'ailleurs dans la poule de la Belgique, en espérant bien sûr que tout se passera bien pour cet autre représentant du continent africain. Prenons la dernière sélection africaine engagée dans cette compétition. Il s'agit des champions d'Afrique en titre, le Sénégal. Le Sénégal d'un certain Sadio Mané, un temps annoncé forfait par un média français. Je vais quand même le citer, il s'agit de confrères du quotidien L'équipe qui avait annoncé Sadio Mané forfait. 24 heures plus tard, le sélectionneur Aliou Cissé a tenu une conférence de presse
Il a dévoilé sa liste des 26 et la grande curiosité, c'est bien sûr la présence de Sadio Mané qui, 24 heures plus tôt, avait été annoncé forfait par ce média français. On prend cette liste des 26 du Sénégal. C'est un 7 éléments qui a été bien sûr conçu pour vous par la rédaction centrale de For You Media Africa. Il retenait son souffle, il peut désormais souffler. Le peuple sénégalais, l'onde de choc entourant la blessure et surtout l'éventuel forfait de Sadio Mané a été dissipé. Le voile est donc définitivement levé et l'attaquant du Bayern sera bel et bien qu'il n'y a pas d'opération. On s'est donné la possibilité de se retrouver la semaine prochaine. On refera une IRM dans 10 jours. J'ai préféré le garder car c'est une situation qu'on a déjà connue avec Ismaël Assar à la CAN. On se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir le récupérer, s'est exprimé Aliou Cissé. Le technicien sénégalais fraîchement prolongé fait également appel à Abdou Diallo, le défenseur du club allemand du RB Leipzig, blessé en milieu de semaine en championnat. Le secteur défensif étant jusqu'ici renforcé par Youssouf Sabali, convoqué à la place de Bounassar forfait. Khalidou Koulibaly, Fodi Balotouré, Pape Abou Cissé, Ismaël Jacob, Formose Mendy complètent ce secteur défensif. Au milieu de terrain, Idrissa Gadagay et Chekou Kouyaté conduiront les troupes. Aux côtés de Nampalis Mendy, le monégasque Crépin Diatta, le Marseillais Pape Gueye, Pape Matarsar, Pathé Cissé, Mustapha Nama et Loum Diaya. 3 gardiens de but, dont Edouard Mendy, Alfred Gobis et Sidi Dieng. Au Qatar, à l'Équateur. Vous l'aurez donc compris, le Sénégal est logé dans le groupe A dans cette Coupe du Monde de football, le groupe du pays organisateur, le Qatar. Le groupe, entre autres, des Pays-Bas, finaliste malheureux en 2010, battu par l'Espagne 1-0, ce but de l'éternel Andrés Iniesta, le but également de l'Équateur, qui jouera le match d'ouverture dans 6 jours face au pays organisateur, le Qatar. Messieurs, on parle du Sénégal, on parle de la sélection qui a forcément le plus de chances, la sélection africaine, on va le dire comme ça, qui a le plus de chances d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde de football. On parle bien sûr de la liste des 26 qui a donc officiellement été rendue publique. Messieurs, ce groupe-là, aujourd'hui, est-ce que forcément il faut rêver quand on voit ce groupe du Sénégal, cette liste d'ailleurs rendue publique par le sélectionneur Aliou Cissé? La question, je vous la pose en premier, monsieur Sack. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui fait rêver? C'est un groupe aujourd'hui à la hauteur des ambitions que toute l'Afrique d'ailleurs pose sur ses épaules? C'est un groupe qui fait rêver, non pas seulement l'Afrique, c'est un groupe qui fait rêver tout le monde entier. Donc les analystes de par le monde sont unanimes que cette équipe du Sénégal est la meilleure arme du continent africain. Maintenant, cette englobe, c'est beaucoup des cadres de cette sélection n'ont pas été en super forme au début de saison. Donc les gars ont perdu un peu de leur splendeur, tout ça. Et lorsque je regarde la liste des 26 de Aliou Cissé, lorsqu'il parle avec 2 joueurs qui sont blessés, c'est-à-dire Sadio et Abdou Diallo, ça me rassure. Ça me rassure. Vous êtes rassuré? Oui, ça me rassure. Qu'il parte avec des joueurs blessés. Ça me rassure parce que il est dans la logique, quand il a expliqué, il est dans la logique d'une sélection qui va aller très loin. Donc il part avec ses joueurs blessés, sachant qu'ils vont entrer en compétition plus tard. Donc on sait que ça veut dire qu'on a une équipe on peut se priver de Abdou Diallo et de Sadio Mané par exemple pour les deux premiers matchs et les retrouver pour les 8e de finale ou bien pour le second tour. Donc ça me rassure au niveau du mental. Ça veut dire que les gars vont en conquérant, ils ne vont pas dire qu'on va aller faire de la figuration. Donc là vraiment cette équipe déjà, tout le monde est unanime que c'est la meilleure force de... En fait, c'est le meilleur ambassadeur africain ou la meilleure chance africaine. Tout le monde est unanime. Mais l'attitude de Aliou Cissé me rassure, me conforte dans cette position. Mais est-ce que ce n'est pas également un risque aujourd'hui, ce risque-là, de partir avec des joueurs blessés alors qu'on aurait pu faire de la place à certains qui sont plutôt en forme? Est-ce que ce n'est pas un risque quand même qu'a pris, ou du moins que vient de prendre le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé? C'est un risque, c'est pas un risque. Le sélectionneur est mieux placé. Je crois que c'est un groupe. La star, c'est le groupe. Et je crois que si on se mettait à exclure Sadio Mané ou Abdou Diallo pour sa blessure, pour leur blessure, pardon, ça aurait un peu crispé un peu l'atmosphère dans le groupe.
Je crois que le coach est dans sa logique, comme l'a si bien relevé Achille. Et je crois que la meilleure force africaine actuellement, c'est le Sénégal. Et je crois que, comme l'a bien dit Achille, prendre 2 joueurs blessés, c'est présenter les ambitions de cette équipe sénégalaise. Et je crois que, pour moi, ils peuvent sortir même premier de ce groupe. Avec un Sadio Mané blessé? Pourquoi ne pas? Parce qu'aujourd'hui, la question se pose, monsieur Gekam, c'est-à-dire, on part dans une compétition avec un Sadio Mané à 100% ou alors on part dans une compétition avec un Sadio Mané blessé. C'est-à-dire, le Sénégal avec un Sadio Mané à 100%, forcément, n'est pas le même qu'un Sadio Mané blessé. Donc aujourd'hui, la question se pose, mais quel visage aura ce Sénégal avec ce Sadio Mané dont aujourd'hui aucune explication, pratiquement aucune information n'a filtré sur la durée de son indisponibilité? C'est vrai, le Sénégal sans Sadio Mané, le Sénégal avec Sadio Mané, c'est très différent. Mais maintenant, si Aliou Cissé prend le risque d'amener Sadio Mané, qui est peut-être convalescent, parce qu'il faut noter que Sadio Mané a eu léger gêne, donc il n'a pas voulu forcer les sorties. Les légers gêne, c'est sûrement une indisponibilité de quelques semaines. S'il prend Sadio Mané dans cet état, la Coupe du Monde demande à 6 jours, c'est-à-dire le Sénégal joue son premier match dans 7 jours, dans une semaine, nous serons ici. Alors si le Sénégal serait déjà en train de disputer son premier match face au pays, s'il prend Sadio Mané dans cette position, c'est parce qu'il sait que Baba Dieng derrière peut faire le boulot en attendant que Sadio Mané se rétablisse. Ça montre les ambitions de cette équipe. C'est pourquoi je vous pose la question, quel visage aura ce Sénégal sans Sadio Mané? C'est pourquoi je vous pose la question. C'est indéniable que Sadio Mané, en fait on parle de Sadio Mané, le meilleur joueur africain, le meilleur joueur de la sélection sénégalaise. C'est normal que Sadio Mané n'étant pas là, c'est un autre Sénégal. Mais maintenant, est-ce que Sadio Mané n'étant pas là, est-ce qu'il n'y a pas des gens derrière qui peuvent faire du job, qui peuvent faire le job? S'il y en a, Baba Dieng, Sadio Mané n'étant pas là, Baba Dieng fait le job. Ismaïla Sarr peut faire le job. On va d'ailleurs prendre la liste en question pour regarder les attaquants qui ont été sélectionnés par Aliou Cissé dans ce secteur offensif. Boulaye Dia est présent, tout comme Baba Dieng, le Marseillais, même si en club c'est un peu compliqué pour lui. Nicolas Jackson ou encore Iliman Diaye, Ismaïla Sarr, bien sûr, de Watford, ou encore Famara Diédhiou. Voilà les attaquants qui ont été d'ailleurs sélectionnés, convoqués aux côtés, bien sûr, de Sadio Mané dans ce secteur offensif. Alors, une équipe du Sénégal qui sera logée, on le disait il y a quelques instants, dans un groupe A, un groupe quand même, qui, peut-être, diront certains observateurs, les observateurs que vous êtes d'ailleurs, un groupe abordable pour le Sénégal aujourd'hui, le Qatar, l'Équateur ou encore les Pays-Bas. Comment le voyez-vous? Comment le percevez-vous, monsieur Gekam? Moi, j'ai dit tantôt, le Sénégal peut sortir même premier de ce groupe parce que cette équipe a les armes. Et pour revenir à la question précédente, Baudelaire, je crois bien qu'il faut revenir à la CAN 2021 au Cameroun. Sadio Mané ne fait pas une entrée tonitruante. Il peine. Et plus tard, il retrouve ses marques. Mais quand vous avez en face des équipes qui savent que Sadio Mané va démarrer, forcément, psychologiquement, ça a un impact, ça a un effet. Que lorsqu'on vous dit oui, une équipe du Sénégal va jouer face à vous et ce sera sans Sadio Mané. Baudelaire, tout dépend des plans mis sur pied par le coach. Parce que le coach peut dire que pour les 2 premiers matchs, Sadio Mané n'étant pas là, il met une tactique sur pied. Bamba Dieng peut marquer. Il y a des joueurs par exemple qui sont là comme les Jackson que tu as cité ou les camarades qui sont des buteurs. Et je crois peut-être que le fait que Sadio Mané ne soit pas là, ce serait une occasion aussi pour eux de montrer ce qu'ils ont comme capacité, comme qualité. Et je crois bien que ce groupe, il faut aussi pas négliger le fait que le Qatari, c'est la première Coupe du Monde. Et ils peuvent bien ici décider de faire honneur à leur pays. Moi, je crois que si le Sénégal gagne ses matchs contre le Qatar, l'Équateur, il peut prendre un point contre le Pays-Bas ou peut-être les battre parce qu'ils en ont les armes. Sadio Mané, par exemple, au 3e match est déjà rétabli. D'ailleurs, on prend le calendrier du Sénégal dans cette Coupe du Monde, du moins pour ce qui est du premier tour. Avec ce premier match, ça sera d'ailleurs le 21 novembre prochain. Et vous le voyez, la très belle affiche à l'écran. Vous l'aurez avec le concours de la réalisation. Voilà, c'est fait. Sénégal, Pays-Bas d'entrée. Ça sera le lundi 21 novembre à 16h GMT en direct donc de Doha. Ensuite, le deuxième match face au pays organisateur, le Qatar. Ça ne sera pas du tout facile pour ce pays qui jouera quand même
devant le Qatar. Le Qatar avec ses supporters, ça sera le vendredi 25 novembre 2022. Ça sera à 13h GMT du côté de Doha. Et le dernier match, le match d'ailleurs qui viendra clore d'ailleurs le chapitre de ce groupe A, ça sera mardi 29 novembre 2022 à 19h GMT, toujours du côté de Doha. Ça sera donc Équateur, Sénégal. Le Sénégal a ses chances, nous disait tout à l'heure monsieur Ngekam, le Sénégal dans ce groupe. Et lors d'ailleurs de ces 3 matchs-là, quelles sont selon vous les chances du Sénégal de sortir soit premier, soit deuxième? Déjà, si le Sénégal ne sort pas de cette poules, ça sera une anomalie. Maintenant, en premier ou en deuxième, il faudra sortir, peu importe la position. Ouais, en premier ou en deuxième, pour ma part, peu importe la position, le Sénégal doit être au second tour. Le Sénégal doit être au second tour et on va sortir bien sûr de cette émission avec une image. C'est le pronostic qu'a officiellement fait Cafu, l'ancien international brésilien, qui a donc fait son pronostic sur les groupes, mais surtout sur les qualifiés, sur ceux qui sortiront de la phase de groupe. Si on peut enlever le CNT du côté de la réalisation pour qu'on voit le pronostic de Cafu pour cette première journée, ou du moins de cette phase de groupe, avec bien sûr dans le groupe A. Et oui, et vous vous êtes trompé messieurs, selon Cafu, le Sénégal ne sortira pas de ce groupe A, puisque clairement nous aurons pour premier les Pays-Bas et deuxième position le Qatar. Dans le groupe B, la première place est bien sûr pour l'Angleterre d'Harry Kane, la deuxième place pour l'Iran. Dans le groupe C, l'Argentine de Lionel Messi arrive en tête pour Cafu, suivi bien sûr du Mexique. Dans le groupe D, bien sûr, comme une évidence, les champions d'Afrique français seront premiers, suivis de près par le Danemark. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le pays africain, la Tunisie, qui figure dans ce groupe, ne sortira pas de la phase de groupe. Dans le groupe E, le groupe bien sûr de l'Allemagne, on a donc pour les 2 premières places l'Allemagne bien sûr de Youssoufa Moukoko, qui a été sélectionné pour cette aventure, tout comme l'Espagne de Luis Enrique. Dans le groupe F, oui messieurs, le Maroc sera éliminé, l'autre représentant du continent africain dans ce groupe F, avec la première place pour la Belgique, deuxième place pour la Croatie de Luka Modric ou encore de Ivan Rakitic. Dans le groupe G, oui, le Cameroun sortira de la phase de groupe selon Cafu, avec la première place étant bien sûr réservée au Brésil de Neymar Junior, de Vinicius, deuxième place pour le Cameroun d'Eric Maxime Choupo-Moting ou encore de Franck Zambo Anguissa, et le dernier groupe bien sûr de cette Coupe du Monde, on le voit clairement, le Ghana sera éliminé. Le Ghana sera éliminé selon Cafu, avec les 2 premières places étant clairement réservées au Portugal de Cristiano Ronaldo ou encore à l'Uruguay de Luis Suarez et Edinson Cavani. De toutes les sélections qui participeront, de toutes les sélections africaines qui seront engagées en Coupe du Monde, seul le Cameroun sortira de la phase de groupe, selon bien sûr le pronostic relevé par Cafu. Messieurs, je vous ai vu sourire quand on revenait sur ce pronostic de Cafu. Un mot de fin, d'ailleurs on va sortir avec cette image de Cafu, un mot de fin sur ce pronostic de Cafu sur les différents groupes de cette 22e édition de Coupe du Monde de football. Achille. Cafu, c'est un très grand joueur. C'est pas un très bon. C'est un très grand joueur. C'est trois finales de Coupe du Monde. 94, 98, 2002. Donc c'est un fin connaisseur de football. C'est vrai qu'il connaît le monde du foot. Mais maintenant, je vais m'arrêter un peu sur le groupe A, le groupe du Sénégal. Je dis encore, si le Sénégal ne sort pas de cette poule, parce que ça sera. Il dit le Sénégal ne sortira pas de ce groupe, mais pire encore, le Sénégal terminera 4e. Voilà, ça sera une grosse anomalie. Maintenant, pronostiquer que le Cameroun sorte vraiment, moi, on demande de signer, je signe immédiatement. Donc, vraiment, merci pour Cafu de nous avoir fait un clin d'œil. Sûrement parce qu'il se souvient que le Cameroun a toujours battu pas toujours, toujours, parce qu'on garde ce mauvais souvenir de 2014. A souvent battu le Brésil, donc il s'est dit que le Cameroun c'est une foudre de guerre. Donc vraiment merci pour ce pronostic pour le Cameroun, mais je pense qu'il s'est un peu trompé sur certains groupes. Le Sénégal, ce groupe est à la portée du Sénégal. Si le Sénégal met tous les ingrédients pour aller chercher sa qualification. Merci à vous, monsieur Achille Sack. Monsieur Ngekam, un mot sur ce pronostic de Cafu. Je ne veux pas
comment dire ça, exclut les qualités de Cafu en tant que footballeur ou en tant que consultant pour certaines chaînes. Mais je crois que ça serait vraiment très mal perçu que le Sénégal soit dernier de son groupe et que les États-Unis dans le groupe B ne soient pas également qualifiés au profit de l'Iran. Je crois que ce Cafu est nostalgique. Et c'est que s'il y a une équipe qui parle football au Cameroun, en Afrique, c'est le Cameroun. On ne peut pas lui retirer cela. Mais je crois que s'il fallait faire réalistement, je crois que dans le groupe A et le groupe B, c'est ce sur quoi je peux me pencher, notamment avec en premier Pays-Bas, en second Sénégal, et dans le groupe B, Angleterre, États-Unis. Bon, je crois également que on doit lui dire merci, comme a dit Achille, pour cette qualification du Cameroun dans le groupe G. En tout cas, vous avez le pronostic de Cafu, l'ancien international brésilien, qui se souvient forcément de cette victoire en Coupe des Confédérations du Cameroun. Un but sur Samuel Eto'o, un but des 30 mètres pratiquement. On se souvient tous de ce fameux match Cameroun-Brésil, avec bien sûr le pronostic d'Étienne Cafu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission de prolongation au football sur les antennes de For You Media Africa. À partir de dimanche prochain, tenez-vous bien, tenez-vous tranquille. Dispositif exceptionnel pour vous faire vivre, les amis, la Coupe du Monde des sélections africaines. Je ne sais pas si la bande-annonce a été calée du côté de la réalisation. Certainement, nous reviendrons largement sur cette compétition avec les chances des sélections africaines. Tour à tour, nous passerons en revue bien sûr les matchs de toutes ces sélections, en passant bien sûr du Sénégal, on ira du côté du Maroc, du côté bien sûr de la Tunisie, on passera du côté d'Accra pour nos amis ghanéens qu'on porte là dans nos cœurs, on reviendra au Cameroun sur place, suivre l'aventure des Lions indomptables du Cameroun dont le rêve jusqu'ici est de quitter le Qatar au soir du 18 décembre prochain. On est là les amis, nous sommes ensemble, on vivra cette Coupe du Monde sur les antennes de For You Media Africa. Voici la bande-annonce. Bye bye. On va enfin revivre ça. Elle est de retour. Tout va se jouer au Qatar. Pour un final exceptionnel dans cette péninsule arabique qui veut écrire l'histoire. Maître de la passion, maître du cœur, une bonne dose de fighting spirit. Ils ont bravé les intempéries, renversé des forteresses imprénables et plus encore pour se frayer un chemin, le chemin qui mène à la gloire. Cameroun, Sénégal, Ghana, Tunisie et Maroc. Les sélections africaines sont à l'assaut d'un triomphe qui leur échappe depuis la nuit des temps, le Graal du football mondial. À partir du 20 novembre prochain, ne ratez rien du mondial des sélections africaines sur For You Media Africa.